Nous sommes dans un petit village, une agglomération de 7000 habitants près de Rennes, Noël-et-Châtillon-sur-Seiche. C'est plutôt résidentiel, il ne se passe pas grand-chose dans ce village jusqu'au jour où ce drame se produit. Vera Lucia revient d'une soirée, elle était à Rennes. Et lorsqu'elle revient à 22 h, elle découvre une vision d'horreur. Son mari est allongé non loin de la porte d'entrée. Cet homme, manifestement, a été victime d'un crime puisqu'il présente des plaies extrêmement nombreuses et saignantes par arme blanche. Vera Lucia rentre précipitamment dans la maison parce qu'elle est inquiète pour leur fils. Et là, elle tombe sur un homme dans la cuisine, un homme cagoulé. Et cet homme est armé d'un très long couteau. L'individu en question se précipite sur elle et lui blesse un doigt. Elle va essayer de l'arrêter, mais celui-ci va réussir à prendre la fuite. Pour elle, c'est forcément l'homme qui s'en est pris à son mari Jean-Pierre. En tout cas, c'est un assassinat pour les enquêteurs. Ils vont essayer de déterminer, de décrire le scénario macabre. Nous voici à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, une petite commune d'Ille-et-Vilaine, en Bretagne. C'est ici que vit Jean-Pierre, 53 ans. Tout le monde décrit un homme gentil, discret, serviable. Quelqu'un qui n'a jamais en tout cas suscité une quelconque animosité ou élément négatif. C'est un monsieur courtois. C'est un passionné de son travail, c'est un passionné de bricolage. Voilà, il est plutôt tourné vers la maison, sa famille, sa maison, et peu vers l'extérieur. Depuis 14 ans, Jean-Pierre partage sa vie avec Vera Lucia, 45 ans, d'origine brésilienne. La rencontre entre Vera Lucia et Jean-Pierre est un peu le fruit du hasard, mais les rencontres, c'est souvent cela. Elle se fait à la faveur d'un déplacement professionnel que Jean-Pierre effectue au Brésil. Entre eux, c'est pas évident tout de suite. C'est pas évident tout de suite parce que il y a un fossé culturel qui est, on peut le dire, énorme. Un fossé aussi en lien avec l'âge, parce que Vera a une vingtaine d'années, Jean-Pierre a plus de 35 ans. Le démarrage de cette histoire amoureuse entre l'un et l'autre, du côté de Jean-Pierre, est, je crois, en tout cas, selon le témoignage de ses proches, une vraie passion. Jean-Pierre va littéralement tomber amoureux de Vera Lucia. Et lui a proposé donc de venir vivre avec lui en France, et ce qu'elle a accepté. Ils vont s'installer ensemble en Bretagne, dans cette petite ville. Elle laisse derrière elle 3 enfants, ses 3 fils. Donc le choix qu'elle fait est un choix dur, mais à la fois qui est presque nécessaire au regard de la vie qu'elle est en capacité d'offrir à la fois à sa famille et à la fois à ses enfants. En 2004, le couple se marie et donne naissance à un fils, Arthur. C'est le petit dernier de la famille. Un fils qui est très désiré de part et d'autre. C'est un enfant qu'ils veulent vraiment avoir tous les deux. C'est une famille qui est décrite sans problème. C'est une famille ordinaire qui semble s'entendre et vivre harmonieusement. Et quelques années plus tard, Vera Lucia décide de rapatrier ses 3 fils, restés au Brésil. Dans sa tête, elle a toujours envisagé que ses enfants viendraient la rejoindre. Il n'est pas envisageable que ses 3 fils ne soient pas avec elle. Donc elle va demander à ce moment-là à Jean-Pierre s'il accepte que les enfants la rejoignent, les rejoignent, ce qu'il va bien évidemment accepter. Ça n'a pas été simple pour lui, mais c'est une tâche, être le papa
de ses 3 enfants, puis du 4e qui est le sien. C'est un investissement qu'il a entrepris. Jean-Pierre les adopte en quelque sorte, c'est le beau-père, et il les élève comme si c'était ses propres enfants. C'est la maison du bonheur, la maison où tout le monde a le droit de venir, Vera est là, elle danse avec eux, elle chante avec eux, elle fait à manger, c'est la fête. C'est une personnalité très exubérante, très joyeuse, elle chante, elle danse, elle reçoit dans la famille les amis de ses fils, la table est toujours ouverte. En 2018, les 3 premiers enfants de Vera Lucia ont pris leur indépendance. Le couple mène alors une vie paisible avec leur fils Arthur, 7 ans. Mais au soir du 12 septembre 2018, leur tranquillité va voler en éclats. Lors de la soirée du 12 septembre 2018, Vera Lucia ainsi que son mari Jean-Pierre vont dîner ensemble avec leur fils Arthur comme à leur habitude. Et après ce dîner, Vera a décidé de se rendre à Rennes afin d'aller boire un verre dans un bar. Elle décide de laisser Jean-Pierre et Arthur devant la télévision pendant qu'elle va sortir en fait à Rennes. Rien ne laisse à penser que cette journée va se finir de cette manière dramatique. Au domicile de Vera Lucia et Jean-Pierre, c'est le choc. Alors qu'elle vient de trouver son mari mort et de se faire agresser, Vera Lucia laisse le petit Arthur dans sa chambre et se précipite chez son fils aîné, Pedro. Celui-ci la décrira comme dans un grand état d'affolement, expliquant sommairement que Jean-Pierre est mort. Ce fils aîné, lui, va avoir le réflexe le plus normal face à une telle situation, il va appeler les secours. Elle va revenir après à son domicile. En cours de chemin, elle est tellement nerveuse qu'avec son véhicule automobile, elle va taper les trottoirs, elle va tomber en panne, elle va devoir faire appel à un véhicule qui passait pour la déposer près de son domicile. Quand les gendarmes arrivent dans cette maison, il est 22h10, ils découvrent un corps, un homme donc de 53 ans qui a été poignardé. C'est le corps de Jean-Pierre, il est d'ores et déjà mort, incontestablement et sans aucune chance de le réanimer. Vera Lucia et son fils Arthur sont pris en charge par les secours. Reste désormais aux gendarmes à remonter le fil de cette soirée macabre. Il commence par geler les lieux, il commence par faire des constatations pour comprendre qui a pu être l'auteur du crime en question. Donc il n'exclut aucune piste. À Noyal-Châtillon-sur-Seiche, au lendemain du drame, les gendarmes procèdent aux premières constatations. La maison de Jean-Pierre et Vera Lucia est passée au peigne fin. Et ils vont découvrir que finalement cette agression a dû durer longtemps, que ça a été important, puisqu'on retrouve grâce au Blue Star, c'est-à-dire la substance qui permet de montrer les traces de sang, on va en découvrir partout. Alors toutes les pièces pratiquement, jusque sur la porte de la chambre où dormait le petit Arthur. Ils vont déjà découvrir une scène de crime, au sens littéral du terme. Avec beaucoup de sang, très ensanglanté, avec ce parcours que vous arrivez presque à délimiter entre l'arrière-cuisine, la cuisine, le couloir, le devant de la maison et l'endroit où on trouve le corps.
C'est une scène qui en dit long de la violence de cet acte. Jean-Pierre aurait donc été poignardé à l'intérieur de la maison et a succombé à ses blessures en tentant de fuir vers l'extérieur. D'après les premières informations données par Vera Lucia, tout laisse penser à un cambriolage qui aurait mal tourné. Pourtant, rien sur place ne permet d'étayer cette hypothèse. La maison n'est pas en désordre, elle ne présente pas de traces d'effraction, elle n'a pas été fouillée par des voleurs à la recherche d'argent ou d'objets précieux. Et alors qu'une équipe poursuit l'inspection de la maison, au CHU de Rennes, le corps de Jean-Pierre est autopsié. L'autopsie révèle d'abord un nombre de coups extrêmement conséquent, 18 précisément. 18 coups de couteau qui sont concentrés sur le thorax. Et puis aussi des coups de couteau sur les mains. Ça voudrait dire que la victime s'est défendue, a essayé de se défendre, c'est des lésions de défense, les mains. Autrement dit, les agresseurs se sont réellement acharnés sur ce corps. Et l'autopsie va venir dire finalement ce qu'on constate, que ce sont bien des coups de couteau, avec un couteau d'une taille importante, des coups qui vont entraîner la mort. Quand on corrèle les constatations médico-légales avec les constatations dans la maison, on voit bien que la scène de crime s'est déplacée avec un ou des agresseurs qui n'ont pas voulu laisser la moindre chance à la victime qui tentait de s'enfuir de réussir à en réchapper. Le lendemain des faits, Vera Lucia est convoquée à la gendarmerie. Elle va être entendue par les enquêteurs en qualité de témoin. Ils appellent ça une audition de témoin principale où ils vont recueillir ces informations et je pense qu'aussi c'est l'occasion pour eux de venir creuser la version qui est la sienne, de venir la confronter. Il est évident que, s'agissant d'une personne retrouvée morte chez elle, avec sa compagne qui présente elle-même des traces de blessures, des traces de sang sur ses vêtements, l'hypothèse d'une agression dont Vera Lucia et son mari auraient été victimes doit être questionnée d'emblée par les gendarmes. La version initiale, il faut la corroborer, l'infirmer, la confirmer. En tout cas, il faut savoir ce qu'on en fait de cette version. Les enquêteurs, ils font le travail comme ils doivent le faire, c'est-à-dire qu'ils vont l'auditionner, elle, à la lumière de ce qu'elle déclare, pour confronter ça à savoir si c'est déjà plausible, si la chronologie des faits correspond avec une réalité. Elle n'en démord pas devant les gendarmes, elle raconte qu'elle est arrivée, qu'elle a vu le corps de son mari, qu'elle était sous choc, qu'il y a cet homme qui a surgi de l'arrière-cuisine et qui a essayé de la blesser. Mais pour les enquêteurs, plusieurs points restent à éclaircir. Leurs impressions d'enquêteurs leur amènent à dire que on ne va pas l'entendre en qualité de témoin, que là il va falloir l'entendre en qualité de mise en cause. Cette décision, elle est prise au vu de son récit qui est extrêmement flou, qui est imprécis, qui est fait de zones d'ombre, de ce qu'elle raconte et de son attitude qui est assez inexplicable. Comment est-il envisageable que cette femme, cette maman, quitte le lieu où son mari vient d'être agressé et probablement tué, en laissant son enfant sur place? Pourquoi ne prévient-elle pas les secours? Vera est placée en garde à vue parce que clairement la version qui est la sienne initialement doit emporter la conviction de personne. Personne doit croire à ce qu'elle évoque. À Verne-sur-Seiche, alors que Vera Lucia est toujours en garde à vue, les enquêteurs convoquent Pedro, son fils, chez qui elle s'est réfugiée le soir du 12 septembre. Les gendarmes vont interroger le fils de Vera Lucia, Pedro. Lorsqu'ils vont l'entendre, ils vont vraiment être très surpris parce que sa version est un petit peu différente.
Pedro va expliquer aux gendarmes que lorsque sa mère est arrivée, elle était totalement affolée, mais que lui n'a pas déjà compris pourquoi la première chose qu'elle a faite était de venir le voir alors qu'elle aurait dû appeler les ambulanciers. Elle est partie chez lui et c'est avec lui qu'elle a appelé les secours, donc les gendarmes, et il trouve ce comportement suspect et douteux. Il y a pour celui-ci manifestement quelque chose de suspect. En tout cas, lui semble avoir l'intuition, le soupçon, dès l'origine, que c'est peut-être sa mère qui est responsable de la mort de Jean-Pierre. Tout le monde a des doutes. Tout le monde a des doutes très vite. Il ne faut pas oublier que ce fils connaît le couple. Il sait comment ce couple vit depuis des années. Donc peut-être que, inconsciemment, à ce moment-là, dans un coin de sa tête, il n'exclut pas la possibilité que sa mère soit l'auteur de tout cela. Pour tenter de démêler le vrai du faux, les enquêteurs prennent alors la décision d'interroger le dernier témoin de cette soirée-là, le fils du couple, Arthur, 7 ans. Les gendarmes ont évidemment conscience qu'ils ont là potentiellement un témoin chez l'enfant du couple qui était dans la chambre, à l'étage de la maison, alors que la scène de crime est au rez-de-chaussée. La fenêtre de sa chambre donne sur la cour. Donc il y a aussi une possibilité qu'il ait vu des choses, même si les volets de cette chambre sont fermés. Mais ils ont pu être fermés après le crime. C'est aussi une possibilité. Lorsqu'ils vont procéder à l'audition du petit Arthur, eh bien là, ils vont apprendre des choses complètement différentes. La version du petit Arthur est complètement différente de celle de sa mère. Il va raconter qu'en fait, il a passé une soirée normale avec son père, puisque Vera n'était pas là, et il est allé se coucher. Il s'est réveillé parce qu'il a entendu des cris, il a entendu une scène de ménage entre ses parents. Et voici ce que va raconter le petit garçon à l'enquêteur. J'ai entendu mon papa crier, juste un peu. Parle-moi plus de papa qui crie. J'ai juste entendu, juste un peu. Après, sinon, j'ai plus rien entendu. Parle-moi plus de maman qui crie. Ben, j'en avais marre d'entendre maman qui criait. J'ai regardé en bas, j'ai vu maman seule. Il évoquera effectivement des éclats de voix entre ses parents, une dispute potentielle entre ses parents dans le courant de la soirée, sans qu'on puisse très précisément situer le moment de cette dispute éventuelle par rapport au crime lui-même. C'est un rebondissement parce que les gendarmes ne s'attendaient pas du tout à ce témoignage. Ça va mettre à mal complètement, bien évidemment, la version de Vera Lucia. Elle parlait d'un agresseur inconnu, masqué. Et là, ils apprennent que finalement, il y a eu ce soir-là une dispute très violente. Et à la suite de cette dispute, Jean-Pierre a trouvé la mort. Alors que s'est-il réellement passé au domicile du couple dans la soirée du 12 septembre 2018 ? 3 jours après la mort de Jean-Pierre, les gendarmes décident de mettre sa veuve sous pression. Elle a déjà subi 4 auditions et finalement elle doit se rendre compte que l'étau se referme et que sa version initiale, elle passe pas l'épreuve de ce moment de garde à vue. Vera Lucia est vraiment la suspecte numéro 1. Et donc les gendarmes vont continuer à la cuisiner pour obtenir une nouvelle version un peu plus crédible. On va se rendre compte que l'audition numéro 5, c'est moi ce que je considère être comme la colonne vertébrale de tout ce dossier. La première question est une question de forme qui lui demande comment se passe sa garde à vue. La deuxième question va être de lui demander si elle a des choses à rajouter. La réponse va être j'ai tué mon mari. Face aux enquêteurs, Vera Lucia revient alors en détail sur cette soirée du 12 septembre 2018. Quand elle avoue être l'auteur du meurtre, elle déroule ce qui s'est passé. Et on va découvrir que le processus criminel qui a été le sien était tout de même très élaboré.
Elle va donc se lancer dans un récit chronologique de la journée, de comment cette journée s'est déroulée, de comment elle en est arrivée à ces faits, de comment elle en est arrivée à se saisir de ce couteau. Et là, elle va dire, ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, j'étais parti. Et puis brutalement, j'ai fait demi-tour, je suis revenu. J'ai voulu faire du ménage. Et comme je faisais du bruit, que lui regardait la télévision, ça va le déranger. Donc il va s'énerver. Jean-Pierre, sa maison, c'est sa maison. Son espace de vie, c'est son espace de vie. Sa télé, c'est sa télé. C'est à lui. Tout est à lui. Et il veut regarder tranquillement la télévision. Jean-Pierre lui demande de quitter le salon. Elle monte dans sa chambre. Alors il y a tout ce moment où elle va beaucoup pleurer. Et ensuite, elle décide d'aller faire des soins pour ses cheveux. Bon. Tous les produits capillaires sont dans la salle de bain. Elle a enfilé des gants parce qu'il s'agit d'appliquer des produits, de faire une couleur, etc. Et semble-t-il que lorsqu'elle est là, dans la salle de bain à ce moment-là, c'est ce qu'elle explique, elle va se regarder dans le miroir et se dire que cette vie-là, elle n'en veut plus. C'est plus possible, en fait. Elle va prendre un masque de fantôme, un masque de scream. Elle va prendre un couteau qui se trouve, dit-elle, dans sa chambre. Elle prend des vêtements d'homme extrêmement amples pour avoir une silhouette d'homme. Elle va aller se cacher dans l'arrière-cuisine, où elle indique qu'elle y va pour attendre Jean-Pierre pour lui faire peur. Sauf qu'elle y est avec une arme, ce couteau. Et pour forcer Jean-Pierre à quitter son fauteuil, elle va couper le compteur de courant pour que la télé se coupe. Jean-Pierre, lui, surpris par cette obscurité brusque, utilise son téléphone portable comme on le fait tous dans ce cas-là pour avoir une lumière, va traverser le salon, l'entrée de la maison, va tourner à gauche pour aller vers le garage, tandis qu'elle est, elle, tapie dans l'ombre au fond du couloir à droite, va remettre la lumière et va revenir. Et c'est lorsqu'il revient qu'il va la surprendre. Vera Lucia explique aux gendarmes que la situation lui aurait ensuite échappé. Semble-t-il qu'elle veut dans un premier temps lui faire peur, qu'elle le menace avec ce couteau, qu'une bagarre commence. Une bagarre, dit-elle, qui fait qu'ils vont tomber ensemble et qu'accidentellement, le couteau qu'elle tenait va s'enfoncer dans l'abdomen de son mari. Au moment où ce premier coup part, je pense qu'on tombe à ce moment-là dans la déferlante. Dans cette espèce de décharge émotionnelle qui est telle que on parvient plus à s'arrêter. Ça ressemble un peu à ça parce qu'une fois que cette scène prend fin, c'est-à-dire qu'une fois que Jean-Pierre s'effondre, on a l'impression qu'elle reprend conscience de ce qui s'est passé. Elle explique d'ailleurs qu'à ce moment-là, elle lui demande pardon et elle lui demande de se relever. Et c'est plus possible. Donc Vera a menti, dans ses mensonges, elle a inversé les rôles en fait. Elle n'a pas été agressée, c'est elle qui était l'agresseur. C'est elle qui a organisé ce guet-apens en coupant le courant. À ce stade de l'enquête, la culpabilité de Vera Lucia ne semble plus faire aucun doute. Les enquêteurs s'interrogent maintenant sur le mobile de ce meurtre. Elle va dire que finalement, la vie idyllique qu'elle avait indiquée au début était fausse. Qu'en fait, le couple ne s'entendait plus peu après la naissance de l'enfant. En fait, on se rend compte que ce couple-là, c'était un couple dysfonctionnel. Ça marchait pas, ça ne marchait plus. C'est un couple qui a décidé de se séparer. Les choses se sont faites de manière assez consentie de part et d'autre. Les démarches avaient été faites auprès d'un avocat pour divorcer, tout était déjà prêt. Entre-temps, Vera a rencontré quelqu'un, un homme qui a partagé sa vie et elle a essayé même d'être assez limpide sur ce sujet auprès de Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'il n'a pas été question de lui dissimuler l'existence de cet homme qu'elle avait rencontré. Il s'appelle Thomas, c'est un homme qu'elle a rencontré sur Internet et les gendarmes vont dire voilà, on a un mobile.
4 jours après la mort de Jean-Pierre, les enquêteurs se penchent sur cette piste. Les enquêteurs vont s'interroger sur l'implication de cet homme puisqu'il va être placé en garde à vue. On va du côté des enquêteurs vérifier quel peut être son rôle. Est-ce qu'il a aidé à la commission du crime, fourni des moyens, fourni un financement? Alors bien évidemment, ça ouvre pour les gendarmes d'autres perspectives. Y a-t-il une complicité? Est-ce que c'était pour se débarrasser de son mari, pour refaire sa vie? Toutes ces questions, bien évidemment, les gendarmes vont se les poser. Vous savez quand la seule chose que vous voyez, c'est cette zone-là. Rides, cernes. Nouveau sérum mieux Revitalift Filler de L'Oréal Paris, concentré en acide hyaluronique et en caféine. Avec son applicateur triple bille, il lisse les rides du contour de l'œil et réduit les cernes pour des yeux qui paraissent plus jeunes en 2 semaines seulement. Nouveau sérum mieux Revitalift Filler de L'Oréal Paris. Nous allons bien. Et maintenant, découvrez le pouvoir de l'acide hyaluronique dans le sérum teinté Accord Parfait de L'Oréal Paris. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Il n'y a pas si longtemps, je travaillais dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon ? Ouais, je m'y retrouvais plus. Là-bas, ce qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Donc... Et là, maintenant ? Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je te suis pas, là. C'est une banque sans actionnaires. Elle appartient à ses clients. Donc là, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des clients. Ça te rappelle rien, ça ? Oui. Bah, elle, quand elle m'explique, je comprends. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Smectalia contre la diarrhée aiguë passagère où que vous soyez. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. La sensibilité dentaire, c'est comme une aiguille qui vient piquer directement le nerf au moment même où le froid arrive dans la bouche. C'est un phénomène qui peut s'aggraver et il ne faut surtout pas l'ignorer. En tant que dentiste, je recommande Sensodine pour soulager la sensibilité dentaire. Incroyable! Les Linky Moles! Et Valentin Pingouin, il est trop cool! J'espère qu'il chantera sur les couleurs. Vous êtes prêts à apprendre les couleurs? Orange, bleu, rouge et vert. I'm feeling good. I do my best to put you. It gets me every time. Yes I Am, la collection de parfums. Cacharel. Bon, vous connaissez tous l'offre Freebox Pop. Eh ben nous, pour écraser Free, on va lancer l'offre Reefbox Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 29,99 €. Ok. Je vous cache pas que pour y arriver, on va devoir faire quelques sacrifices. Donc voilà, Marc, tu es le sacrifice. D'accord. Faut que tu partes. Allez, tout le monde dit au revoir à Marc. Un jour, peut-être, Reef fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec la dernière génération de Wi-Fi et Canal+ série inclus pendant 1 an. Merci Free. Acheter chez Autosphère. Ils ont du choix. T'as le choix entre plus de 25 marques et plus de 15 000 véhicules. Mais neuf ? Neuf, d'occasion, et même reconditionné. Ah ouais. Eh ouais. Pour bien choisir, choisissez Autosphère. Découvrez toutes nos offres dans nos 250 concessions et sur autosphère.fr. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon. Je suis si fière de toi. Depuis 2008, nous travaillons pour améliorer la qualité de votre alimentation. La Nouvelle Agriculture, la marque des agriculteurs. Découvrez la dinde, la Nouvelle Agriculture. Élevée sans antibiotiques. Non! Mais non! Un château d'Axe, mais pourquoi? Non! Château d'Axe. Merci. Profitez du mois incroyable du fabricant et d'offres exceptionnelles jusqu'à moins 50%. Château d'Axe. Vos enfants sont fascinés par les animaux? Avec Kinder Surprise, explorez le monde des animaux avec la nouvelle collection Natoons. Scannez les surprises de vos enfants et donnez leur vie.
Il y a tellement de choses à découvrir avec Appelez Doux et Kinder Surprise. Téléchargez l'application dès maintenant. Kinder Surprise? Alors, curieux? Pandora. All the snow just melts away when I'm with you. Oh baby, baby, will you please give me a clue? 'Cause today is the Un geste plein d'amour et de sens. Bien plus qu'un cadeau. Pandora, pour toutes les histoires. Bourgeois. Lotus sans tube est le seul papier toilette sans tube. C'est 140 tubes en moins. Par foyer, par an. Lotus sans tube. Un petit geste pour moins de déchets. Matin difficile? Découvre les nouvelles céréales Lion Triple Crunchy. Délicieux chocolat, savoureux caramel avec une pointe de sel, fondant chocolat au lait. Le tout dans des céréales ultra croustillantes. Lion Triple Crunchy. Fais rugir ton petit déjeuner. Hey, c'est moi, ta peau sèche. Aide-moi. Il me manque quelque chose d'essentiel. Les céramides de CeraVe. Ils aident à restaurer ma barrière cutanée pour sauvegarder mon hydratation et nous protéger. Hydratation continue 48 heures. Baume hydratant CeraVe, développé avec des dermatologues. Disponible en pharmacie. Vous avez raison de... J'ai raison car j'ai Réseaucar. Oui, vous avez raison de... d'avoir regardé votre programme avec Réseaucar. Vente en ligne de voitures neuves ou d'occasion. À la gendarmerie de Verne-sur-Seiche, Vera Lucia et son compagnon Thomas sont en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a poussé cette mère de 4 enfants à tuer son mari Jean-Pierre, avec qui elle était en instance de divorce. Les gendarmes vont s'intéresser bien évidemment au passé de Vera Lucia. Et ils vont découvrir que finalement elle avait un passé très difficile au Brésil où elle vivait. Et elle a vécu dans la pauvreté et la violence. Ses parents étaient alcooliques, elle a été battue. Il n'avait bien évidemment que très peu de moyens pour faire vivre la famille. Et par conséquent, c'était une enfance très difficile pour elle. Elle a commencé à travailler très jeune, à 12 ans. Elle a 6 frères et sœurs. C'était un monde où la vie n'était pas un long fleuve tranquille. Elle avait eu 2 enfants déjà, d'un premier mari et un autre enfant d'une autre union. Et lorsqu'elle va rencontrer Jean-Pierre, eh bien, pour elle, c'était un moyen de sortir de cette existence difficile. Et elle va le considérer, bien évidemment, comme le sauveur, comme la personne providentielle. Il a sorti Vera de la pauvreté, il a élevé ses enfants, il les a fait éduquer. Voilà, donc Jean-Pierre, c'est le sauveur de Vera. C'est une mère. Ça, il n'y a absolument aucune discussion sur ce point. C'est une mère qui aime ses enfants plus que tout. Elle a toujours un mot mignon pour eux, mon chouchou, mon petit cœur, mon chéri. On sent que les enfants font partie intégrante de sa vie. Mais au cours de sa garde à vue, Vera Lucia confie aux enquêteurs qu'au fil des années, Jean-Pierre aurait fait subir à leurs enfants des maltraitances. C'était des brimades, des paroles dénigrantes, des limitations d'accès même à la nourriture, et c'est même allé jusqu'à des enfermements dans la cave, une cave qui se situait dans le garage, et les garçons s'y trouvaient lorsque Jean-Pierre voulait plus les voir. Ce que je crois aussi, c'est que peut-être Jean-Pierre, qui a dû s'improviser sur le tard, papa, et d'un seul coup papa de 3 enfants qui n'étaient pas les siens au départ, a peut-être eu
des attitudes éducatives maladroites. Et Vera Lucia va encore plus loin dans ses confidences. Elle révèle avoir, elle aussi, été victime de violences de la part de son mari. Ça va consister, pour Vera Lucia, à dire mais si j'ai fini par en arriver à cette extrémité, c'est parce que j'étais la victime au quotidien, depuis des années, d'un bourreau domestique. Elle va aller plus loin. Elle va me dire que non seulement il la frappait, il la maltraitait, il l'insultait, et en plus, il la violait. Par conséquent, pour elle, c'est un mobile. Elle ne pouvait plus supporter cette vie. Clairement, elle doit le ressentir comme tel. Parce que le passage à l'acte est tel qu'on se rend compte que vraisemblablement, ce jour-là, c'est le moment de trop. Pourquoi celui-ci? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas avant? Je n'en sais rien. Je ne pense qu'elle ne le sait même pas elle-même. Mais ce jour-là, c'est la fois de trop pour elle. Pour les proches de Jean-Pierre, l'éventualité que Jean-Pierre soit un bourreau domestique est totalement inconcevable. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a des bourreaux domestiques qui ont l'air d'être des gens très sympathiques en dehors. De parfaits voisins, de parfaits collègues, de parfaits papas. Donc il ne suffit pas de dire je le connais depuis longtemps et donc forcément je suis sûr qu'il n'a pas fait ça. Interrogé dans le cadre de sa garde à vue, Thomas, le nouveau compagnon de Vera Lucia, confirme ses dires. Cet homme-là aussi va évoquer ce qu'elle a pu lui confier. Une vie de couple difficile, des relations sexuelles pas toujours consenties. Lui aussi va l'expliquer. Et il va être mis hors de cause très rapidement, parce qu'on finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de difficulté. Puis Vera très vite va expliquer qu'elle l'a tué, donc elle le met nécessairement hors de cause. Alors Vera Lucia aurait-elle tué son mari dans le but de mettre un terme aux violences qu'elle et ses enfants auraient subies? L'explication de Vera Lucia, son mobile en quelque sorte, consiste à dire cette dispute a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je voulais avant tout lui faire peur et pas lui faire du mal, et en tout cas pas le tuer. Elle vient pas, à l'instar d'autres dossiers qu'on a pu voir comme ça, venir dire j'étais une telle victime qu'il fallait que je le tue. Non, elle n'est pas là-dedans. On comprend que le quotidien était devenu trop lourd. On comprend que c'était plus possible. On comprend qu'elle trouvait plus de sortie. Elle a explosé. En tant que femme battue, elle a voulu se venger et tout a explosé. Sauf que cette explication, elle se confronte à la réalité. La réalité, c'est 18 coups de couteau. La réalité, c'est des coups de couteau portés au cœur, au poumon. Elle explique qu'alors qu'elle veut lui faire peur, il se jette sur elle pour la désarmer, elle tombe à la renverse, et c'est parce qu'elle est tombée qu'il vient s'empaler sur l'arme. Enfin, il se serait empalé 18 fois, y compris dans le dos, soyons raisonnables. À la fin de sa garde à vue, Vera Lucia est mise en examen pour le chef d'assassinat sur conjoint. Lorsqu'on va saisir un masque, puis s'habiller de grands vêtements, puis mettre des chaussures pas à sa taille, puis se tapir dans l'ombre après avoir coupé le courant, tout ça en s'étant armé d'un couteau, évidemment, on a prémédité l'intention de tuer, c'est ce qu'on appelle un assassinat. Bien évidemment, comme il est d'usage, le juge d'instruction, pour éclaircir ce qui s'est réellement passé, va mettre Vera Lucia en situation. Il va procéder à une reconstitution. En juillet 2020 se déroule la reconstitution de ce crime, mais Vera est malade, elle est peu coopérative. J'ai déjà eu beaucoup de mal à la faire sortir du camion cellulaire. Le fait de se retrouver de nouveau dans son quartier, sur le lieu des faits, on a très vite senti que c'était compliqué. Elle va passer une reconstitution entière à vomir et à être soutenue par les escortes qui sont avec elle.
On peut dire qu'elle n'apportera pas d'éléments complémentaires. Ça n'apportera rien. Quatre ans après la mort de Jean-Pierre, la mère de famille est renvoyée devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. L'enjeu principal de ce procès, c'est de déterminer quel a été le rôle de Vera Lucia. Est-ce qu'elle a vraiment prémédité ce crime? Est-ce qu'elle a vraiment été victime de violences conjugales, ce qui pourrait toucher les jurés et lui faire obtenir une peine plus clémente? Le 22 mars 2022, à Rennes, le procès de Vera Lucia s'ouvre. Accusée d'avoir assassiné son mari, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un procès assez tendu parce qu'il y a la partie civile, la famille, qui veut savoir pourquoi Jean-Pierre a été assassiné. Vera Lucia, elle est, c'est sans surprise, extrêmement stressée par l'enjeu. Extrêmement stressée par l'enjeu parce qu'elle sait qu'il y a des réponses que les victimes attendent. Elle va prendre grand soin à la manière dont elle va se présenter, ses vêtements, sa coiffure. Mes clients qui ont décidé d'être partie civile dans cette affaire depuis le début sont le frère, la sœur, la belle-sœur et les nièces de Jean-Pierre. Ils abordent le procès de manière discrète, sans haine, sans cri, sans exigence particulière. À la barre, l'accusée reconnaît avoir tué Jean-Pierre et justifie son acte par les violences dont elle dit avoir été victime pendant 14 ans. Vera Lucia plaide évidemment coupable, mais elle plaide pas réellement coupable, Vera Lucia. En vérité, elle plaide qu'elle est victime. Elle se reconnaît coupable de l'acte matériel, mais pas vraiment responsable de ce qui s'est passé. Le responsable, c'est Jean-Pierre et son comportement insupportable. Dans les dossiers où on a cette notion intrafamiliale, souvent les coups de couteau portés sont multiples. Les coups de couteau seraient presque révélateurs du ressenti de l'auteur. Presque comme un témoin de ce que l'auteur a pu ressentir au fil du temps. Le nombre de coups de couteau, l'intensité des coups de couteau vient presque dire cela. Cette femme qui, encore une fois, dit qu'elle est coupable, mais pas responsable de grand-chose, va quand même expliquer que c'est un accident. Elle va expliquer que sans Jean-Pierre, elle ne serait pas allée en prison. Ce à quoi on peut lui répondre, sans Vera, Jean-Pierre ne serait pas mort. C'était compliqué. Mais elle a essayé, je pense, d'apporter toutes les réponses, mais des réponses qui ne seront jamais suffisantes. Elle a essayé, en tout cas, de faire le mieux qu'elle pouvait pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Les trois fils de Vera Lucia sont cités à comparaître. Tous reconnaissent les violences dont leur mère dit avoir été victime. Ces éléments-là, ces garçons l'ont confirmé. Et là, encore une fois, ça a presque été remis en question. Comme si, encore une fois, les enfants d'une criminelle ne pouvaient pas dire la vérité. Alors même que, lorsqu'ils se présentaient à la barre, ils venaient dire « Mon père a été tué par ma mère ». C'est-à-dire que dans leur bouche, cet homme-là était leur père. L'homme qui les a élevés. De son côté, l'accusation pointe la double personnalité de Vera Lucia. C'est difficile de savoir s'il y a vraiment eu des violences. Les proches de Jean-Pierre, eux, disent qu'il n'y a eu aucune violence. Il y a même quelqu'un de très proche de Vera qui va raconter que Vera est un peu double, qu'elle est un peu manipulatrice, douce et agréable devant les proches. Et puis, quand même, plutôt manipulatrice par derrière. Les réquisitions seront articulées de manière raisonnable par un avocat général qui prend toutes les dimensions du problème,
qui part de la réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue pour un assassinat, mais sait, voit et lit aussi la fragilité de l'histoire de cette femme, ce qu'elle a subi dans son enfance et dans sa jeunesse au Brésil. Parce que s'il y a eu de la violence et de la violence sexuelle chez Vera, c'est une évidence. Et après 4 jours de procès, la cour d'assises rend son verdict. Les réquisitions ont été de 22 ans de réclusion criminelle. 22 ans de réclusion criminelle, c'est la peine qui lui a été attribuée par la suite. C'est à mon sens une peine qui s'entend. C'est une sanction qu'elle n'a à aucun moment contestée. Elle ne fera pas appel de cette condamnation, peut-être aussi pour ne pas revenir, avoir à affronter à nouveau un tel procès. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur la peine. Parce que les victimes, elles ne sont pas là pour recevoir une peine en rétribution de leur douleur. L'affaire n'est pas complètement éclaircie. Toute la vérité n'a pas été faite sur les circonstances, le mobile réel de cette mise à mort. Suite à sa condamnation, Vera Lucia a été déchue de ses droits parentaux sur son fils Arthur. L'élément qui l'a le plus bouleversé, le plus choqué, et je pense qui est passé même outre cette peine de 22 ans, c'est la sanction qui a été celle de lui retirer son autorité parentale sur son fils. Ça a résonné en elle comme la perte de son fils. La perte définitive de son fils. Comme si ce fils-là, il n'existait plus, c'était terminé et son rôle de mère n'existait pas davantage. Ce qui fait la singularité de cette affaire-là, d'abord, c'est un meurtre conjugal d'une femme sur un homme. Et les femmes criminelles, elles ne sont pas très nombreuses. Et puis enfin, le scénario criminel, qui est digne d'un mauvais film, d'un mauvais thriller. Sauf que derrière la médiocrité du scénario, il y a la mort indiscutable d'un homme.